fastueux qui lui sera réservé. D'ailleurs, cette visite était d'abord prévue fin mars. Trump l'avait fait reporter 15 jours auparavant en espérant des jours meilleurs. Un mois et demi plus tard, c'est pire. Avant Donald Trump, le dernier président américain à s'être rendu aux visites officielles en Chine, c'était Donald Trump en 2017. Et quel était le sujet numéro 1 à l'époque ? La prolifération nucléaire, mais pas celle de l'Iran. Trump n'avait pas encore rompu l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, l'accord JCPOA, funeste retrait dont nous payons aujourd'hui encore les conséquences, dont l'urgence nucléaire de l'époque, c'était la Corée du Nord. Today, President Xi, we discussed our mutual commitment to the complete denuclearization of North Korea. We agreed on the need to fully implement all UN Security Council resolutions on North Korea and to increase economic pressure until North Korea abandons its reckless and dangerous path. Voilà l'engagement américano-chinois en vue d'une dénucléarisation de la Corée du Nord, resté parfaitement lettre morte comme on le sait. Et voilà une piqûre de rappel qui devrait nous aider à relativiser la portée des fortes paroles qui vont retentir dans quelques heures. Donald Trump espère aussi des avancées sur le commerce international. Oui, c'est clair, il a emmené avec lui une brochette de très grands patrons, pour ne pas dire de géants économiques. Elon Musk pour Tesla et SpaceX, Tim Cook, le PDG d'Apple, Kelly Holdberg, celui de Boeing, Jensen Huang qui pilote le mastodonte des puces électroniques Nvidia. Casting accompagné d'un message posté par Trump depuis son avion. Je demanderai au président Xi, dirigeant hors pair, d'ouvrir la Chine afin que ces personnes brillantes puissent opérer leur magie. Voilà, flatterie et hyperbole en une seule phrase, c'est bien du Trump. La guerre commerciale qui a fait rage jusqu'à l'automne 2025 ressemble à l'écouter à l'histoire ancienne. En revanche, sujet brûlant, Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses provinces, dont Trump minimise le risque d'invasion. Xi sait que je ne veux pas que ça arrive, a-t-il dit récemment, et pour lesquels Pékin a réaffirmé son opposition à toute vente d'armes américaines. Le sujet sera abordé demain entre les deux dirigeants. D'une façon générale, et à cause d'une situation au Moyen-Orient qu'il a provoquée et qu'il ne contrôle plus, Donald Trump arrive considérablement affaibli. Le site Daily Beast a publié l'accroche de papier la plus cruelle qu'on puisse imaginer. Le président des États-Unis n'est plus l'homme le plus puissant du monde. Et le premier paragraphe, je cite, « Les deux hommes qui ont sans doute le plus contribué à faire de la Chine la première puissance mondiale se rencontrent à Pékin ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Alain Frachon? Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump n'a jamais été aussi faible face à Xi Jinping? Jamais été aussi faible, je ne sais pas, mais en tout cas, il arrive sur un échec. Si vous voulez, Trump aurait aimé arriver à Pékin avec derrière lui le Venezuela, c'est-à-dire qu'il a mis la main sur le gouvernement d'un pays pétrolier et ami de Pékin. Ensuite, il aurait aimé amener la République islamique d'Iran à récipiscence, c'est-à-dire avoir son mot à dire aussi sur non seulement le programme nucléaire iranien, mais avoir aussi son mot à dire dans un grand pays pétrolier, et il arrive sur un échec. Il pensait qu'il en avait pour 1 ou 2 semaines avant de pouvoir amener les Iraniens à récipiscence, c'est-à-dire à accepter un contrôle de leur programme nucléaire, voire à quitter le pouvoir sous la pression populaire ou sous une autre pression. Il arrive sur un échec, incontestablement. Lui qui adore le rôle de Matamor et de Fierabras, il arrive sur un échec. Et l'homme qui paraît le plus sage, le pouvoir le plus stable et le plus sérieux, au minimum dans la région, c'est Xi Jinping. Son grand ennemi. Comment définir le rapport de force? François Gaudeman, conseiller Asie de l'Institut Montaigne, il y a cette formule à propos de Xi Jinping, c'est une menthe religieuse qui attend sa proie. Est-ce qu'elle est bonne, cette formule? Oui, après moi j'aime pas trop les métaphores animales ou les métaphores romantiques, quand on dit mariage de raison, lune de miel, etc., pour parler des États, parce que comme vous le savez, c'est un monde de brutes avec des rapports de force particulièrement importants. Mais pour rebondir sur ce que disait Patrick Cohen, sur la puissance numéro 1, bon, la Chine n'est pas encore puissance numéro 1, mais ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'elle a une stratégie de puissance qui s'étend sur le long terme, jusqu'à 2049, pour le centenaire de la création de la République populaire de Chine. C'est assez dit et connu. Et cette stratégie de puissance ne dépend pas de Donald Trump. C'est-à-dire qu'elle existait déjà sous Biden, sous Trump 1. Elle était déjà en gestation pendant le mandat de Barack Obama. À ce moment-là, la Chine a souhaité instaurer un rapport d'égal à égal avec les États-Unis. Elle n'a pas réussi parce que l'administration Obama, on va dire qu'elle a été négociée. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ce que je voudrais dire, c'est un rapport d'égal à égal aujourd'hui? C'est ce que Xi Jinping essaye d'instaurer.
Et la question, c'est pas est-ce que Donald Trump a aidé la Chine à initier une stratégie de puissance, c'était déjà bien en place, mais est-ce que ça l'accélère dans un contexte de revirement permanent? Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'asymétrie des calendriers. Comme vous le savez, la Chine n'a pas d'élection, parti unique, plan quinquennaux, avec ses forces et ses faiblesses. On n'est pas là pour glorifier, je pense, la planification chinoise. C'est analyser à la fois ces objectifs-là dans un contexte de revirement permanent, mais aussi des constantes face aux guerres qui durent. C'est-à-dire, je vais être très claire, c'est-à-dire la Chine dans sa stratégie de puissance face aux États-Unis, elle ne considère pas que c'est une relation bilatérale. C'est-à-dire qu'elle ne considère pas que c'est Chine contre États-Unis. Elle considère que pour dépasser la Chine dans tous les domaines, diplomatiques, militaires, économiques, technologiques, politiques, idéologiques, d'ici 2049, elle doit s'appuyer sur d'autres pays, c'est-à-dire faire coalition. C'est pas des alliances formelles, mais elle doit renforcer ses liens avec la Russie, mais aussi avec l'Iran et d'autres pays. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les logiques de coalition. Parce qu'en plus, la Chine a aidé l'Iran dans cette guerre. Oui. C'est intéressant de voir que Donald Trump espère trouver auprès de Xi Jinping une porte de sortie. Est-ce qu'il peut y arriver? Est-ce que le dirigeant chinois a un intérêt à le faire? C'est possible, mais il ne faut pas se laisser balader par la rhétorique de Trump. Lorsqu'il dit « mon ami Xi Jinping », il ne faut pas se tromper. Xi Jinping n'est pas un homme qui est simplement mu par la transaction, par le deal, comme semble le croire Trump. Et c'est la faiblesse de Trump dans son dialogue avec Xi Jinping. Xi Jinping, non, il peut faire des deals, bien sûr, mais il est mu profondément, pour reprendre ce que disait Alice, par l'idéologie. Et ça, si vous voulez, ça explique le background de sa relation avec les États-Unis. L'idéologie, c'est pour ça que son rapprochement avec les États-Unis, qui est lié à l'interdépendance économique, si vous voulez, mais son rapprochement avec les États-Unis ne veut pas dire qu'il va se séparer de la Russie. Avec la Russie, il partage une ambition commune qui guide toute la politique chinoise, toute la politique étrangère chinoise, affaiblir le monde occidental. Et avec l'Iran? Et avec l'Iran, avec la Corée du Nord, avec ce qu'on appelle les BRICS, avec le Brésil, les pays de ce qu'on appelle aussi le Sud profond. Lui, il a une stratégie. Trump veut faire des deals, des transactions ponctuelles. Il est en situation de faiblesse face à un homme qui est conduit par une idéologie très précise. Est-ce que Xi Jinping a vraiment le pouvoir de demander à l'Iran d'enfin négocier avec les Américains ou d'aller vers une sortie de guerre? Oui, je crois que d'ailleurs, ils l'ont fait. Quand on est arrivé au cessez-le-feu au mois d'avril, je ne sais plus si c'était le 8 avril ou le 17 avril, non, plutôt le début avril, quand il y a eu un cessez-le-feu dans les bombardements israélo-américains sur l'Iran, je crois que les Chinois sont intervenus pour faire pression sur l'Iran. L'Iran n'a pas tant que ça d'alliés en ce moment, donc elle dépend des Russes et elle dépend des Chinois. Et lorsque Trump a expliqué tout à l'heure il s'était plutôt bien comporté dans cette histoire, dans l'histoire de la guerre du Golfe, il parlait des Chinois, il veut dire par là qu'ils ont quand même livré des composants de missiles aux Iraniens, que ça a pu aider les Iraniens aussi à faire leur ciblage sur les États du Golfe lorsqu'ils ont répliqué sur les États du Golfe, sur les intérêts américains dans le Golfe. Donc voilà, ils peuvent jouer un rôle. Il est demandeur, Trump est demandeur. Oui, mais alors on se souvient aussi de la une de The Economist où il y avait les deux visages avec un Xi Jinping qui semblait hilar, en tout cas assez content de la situation, ne jamais interrompre son ennemi quand il est en train de commettre une erreur. C'était le titre en une, voilà, on le voit. Est-ce que Xi Jinping aujourd'hui arrive à ce moment-là où il a un intérêt à ce que la guerre s'arrête? Bon, tout d'abord, je pense qu'il faut nuancer le fait que les États-Unis feraient le désordre et la Chine serait calme, responsable, prévisible. Il y a des purges en Chine qui touchent l'armée populaire de libération. Il y a le congrès du parti qui va avoir lieu l'année prochaine, qui demande beaucoup de préparation. C'est du désordre interne. Voilà. Il y a aussi États-Unis, un ralentissement relatif de la croissance. On parle beaucoup, peut-être on en parlera. Il y a des questions démographiques. Voilà. Bon, il y a des vulnérabilités chinoises qui sont bien connues. Ce que l'on aujourd'hui, c'est deux choses. C'est-à-dire, tout d'abord, la Chine est sortie de l'ambiguïté stratégique. Elle soutient la Russie de manière assez explicite dans son positionnement, comme elle soutient, et je pense que c'est nécessaire de le dire à une heure de grande écoute, le gouvernement iranien actuel. S'il a pu durer
tout au long des dernières semaines et avant le cessez-le-feu, c'est parce l'Iran, le régime iranien actuel, n'était pas seul. La Chine, finalement, parce qu'on a beaucoup dit qu'il y avait une ambiguïté stratégique, non, elle a été assez claire dans son soutien à l'Iran, y compris lors des votes aux Nations Unies, puisqu'elle s'est opposée à une résolution qui pointait le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran le 7 avril. Vous dites qu'elle a aussi aidé via les renseignements Plusieurs choses, à la fois en communication diplomatique, au niveau multilatéral aux Nations Unies, le transit de composants à usage dual, comme on dit, des semi-conducteurs qui sont sous sanction, pas forcément les semi-conducteurs chinois, mais qui peuvent aider justement à l'effort de guerre iranien, du partage d'imagerie, en tout cas du partage d'informations sur les cibles américaines et du partage d'informations aux sources ouvertes, alors qu'il semblerait que la Russie a partagé davantage d'imagerie satellitaire. Mais il y a eu des éléments de soutien, et le soutien de la Chine au régime iranien, c'est aussi bien sûr pour des questions d'intérêt énergétique, parce que comme vous savez, 90%, près de 90% du pétrole iranien est exporté vers la Chine. La Chine elle-même donc importe 13% de ses importations totales d'Iran, et elle continue à importer, puisque la Russie, les États-Unis ont sanctionné 5 compagnies pétrolières chinoises la semaine dernière, et la Chine a dit peu importe, nous continuerons à faire ce qu'on a à faire. Donc il y a des intérêts énergétiques, mais c'est plus que ça. La Chine aujourd'hui soutient le gouvernement iranien actuel parce qu'elle a un intérêt à former une coalition occidentale au sein duquel l'Iran joue un rôle majeur selon elle, ou en tout cas il y a une position stratégique, mais aussi parce qu'elle s'oppose foncièrement à tout changement de régime. Et au départ, il y avait cette idée de changement de régime, et la Chine considère maintenant qu'il faut finalement renforcer une entraide entre like-minded countries, comme on dit en bon français, entre pays qui partagent des caractéristiques politiques similaires. Mais ça veut dire que le blocage du détroit d'Ormuz ne pénalise absolument pas la Chine? Si, il pénalise. Pardon, peut-être Si, il pénalise. Jusque-là, la Chine a très bien résisté parce qu'elle avait des réserves stratégiques de pétrole et de gaz naturel importants. Et puis c'est très important pour elle. Elle importe aussi d'Arabie Saoudite, gaz naturel et pétrole. Et donc là non plus, elle s'est trouvée effectivement dans une situation difficile. Mais elle commence maintenant à sentir, toute l'industrie chinoise commence à sentir maintenant la hausse des prix de l'énergie. Ça, c'est tout à fait exact, oui. Donc son économie va commencer à ralentir. Les prévisions pour le mois prochain ne sont pas les prévisions de croissance qu'elles étaient. Et la donc, nôtre bien aussi, sûr. c'est-à-dire qu'une récession en Europe, alors qu'on est un marché pour la Chine, ce serait très mauvais. Donc peut-être qu'on arrive à ce moment-là où la Chine pourrait essayer de trouver une porte de sortie dans cette guerre en Iran. L'autre sujet important, c'est celui du commerce. Le 30 octobre dernier, Donald Trump et Xi Jinping s'étaient rencontrés pendant 90 minutes en Corée du Sud pour essayer de trouver une trêve. Vous écriviez dans Le Monde, Xi Jinping avait pris le dessus sur Donald Trump, le silencieux l'a emporté sur le fier bras. Est-ce que c'est le match retour qui se joue aujourd'hui, ou est-ce que c'est fini? C'est pas le match retour, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, si vous voulez. Chaque fois que Trump s'en est pris à la Chine en mettant des droits de douane, la Chine a refusé de négocier. Elle n'a pas fait comme l'Europe récemment, ni beaucoup d'autres pays ont négocié pour avoir, au lieu d'avoir 25%, pour avoir 10%, etc. La Chine, elle négocie pas. Elle répond coup pour coup. Tu me mets 10%, je te mets 10%. Elle répond exactement coup pour coup. Alors après, il y a une négociation. Alors elle s'engage en disant, mais on va prendre beaucoup plus de soja américain. On va acheter du soja américain. Et puis on va acheter des Boeing. Ça va être encore d'ailleurs discuté là. Donc finalement, vous allez voir, vous allez rétablir votre balance commerciale parce que nous, on s'engage à acheter des produits américains. Et in fine, ils n'ont jamais respecté, les Chinois n'ont jamais respecté ces engagements. Ils n'ont pas acheté autant de soja que promis, ils n'ont pas acheté autant d'avions que promis, etc., etc. Et donc, si vous voulez, voilà ce qui se passe dans la négociation avec la Chine. Je ne dis pas que c'est le cœur de leur relation. Le cœur de leur relation est ailleurs. La bataille pour la prépondérance mondiale, ce sont deux pays qui sont en bataille pour la prépondérance mondiale. Les États-Unis pour la préserver et la Chine pour l'acquérir. Elle se fait dans deux secteurs qui sont la technologie. C'est l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. Bon, là, c'est un autre vaste sujet qui figurera. Et qui sera abordé aussi. Qui sera bien sûr, qui figurera aussi, parce que on voit bien que l'interdépendance, elle est là. Chacun de ces pays veut être le plus autonome possible en matière de haute technologie. Mais on voit bien que l'interdépendance, elle est là. La haute technologie chinoise, elle dépend
de composants qui sont exclusivement fabriqués aux États-Unis. Au plan intérieur, Donald Trump fait face en ce moment à une poussée de l'inflation qui est nourrie par la guerre en Iran. Écoutez cet échange avec une journaliste américaine, c'était il y a quelques heures. To what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. Je ne pense pas à la situation financière des États-Unis. Voilà une phrase, Alain Frachon, qui ne va pas aider Donald Trump à regagner en popularité. Sans doute pas, non. Écoutez, les sondages sont très bas. Il avait promis, il a été élu sur une promesse de réduire l'inflation. Réduire l'inflation sur les produits qui pèsent le plus sur les ménages américains. C'est ce qu'on appelle l'épicerie. Grosso modo, c'est le petit déjeuner, si vous voulez. Plus l'essence, plus ce qu'on paye quand on est propriétaire de sa maison tous les mois, les mensualités qu'on paye. Sur ces 3 chapitres-là, qui ont coûté très cher aux démocrates, Donald Trump a pour le moment raté sa mission. Ses sondages sont bas, sauf dans le noyau dur de son électorat. Il a des élections législatives la première semaine de novembre, donc très rapidement. On renouvelle l'ensemble de la Chambre basse, c'est la Chambre des représentants, et un tiers du Sénat. Il n'est pas non plus sur le plan intérieur dans une situation très confortable. Quelques mots sur Taïwan, c'est très important. C'est un équilibre qui repose sur des non-dits depuis des décennies maintenant entre la Chine et les États-Unis. Parmi ces non-dits, il y a la livraison d'armes américaines à Taïwan. Pékin a remis ça sur la table. La tradition américaine, c'est de ne pas discuter avec la Chine de ce principe-là. Est-ce que Trump, dont on connaît le caractère à la fois imprévisible et assez peu stratège, pourrait donner ce signal-là et ce point-là finalement aux Chinois en acceptant de discuter à la fois du statut de Taïwan et de la livraison des armes? La livraison des armes, il y a un paquet d'équipements qui a été décidé à la fin de l'année dernière de 14 milliards de dollars qui devrait être livré à Taïwan. Ça n'a pas encore été adopté au Congrès, donc peut-être qu'il utilise ce timing pour faire un semblant de négociation. Ça m'étonnerait que les États-Unis changent leur fusil d'épaule, parce que depuis 1978, le Taiwan Relation Act, et depuis 1982, vous l'avez dit, les ventes d'armes, les États-Unis n'ont pas consulté la Chine pour cela, et je pense que Trump, malgré ses revirements, je pense qu'il doit être quand même conseillé en ce sens. Et il y a aussi un consensus bipartisan, parce qu'il faut bien avoir en tête, entre républicains et démocrates pour continuer à soutenir Taïwan. Ce qui est certain, c'est que la Chine a toujours voulu mettre ce sujet sur la table. Elle avait déjà voulu le mettre lors de la rencontre de Busan en Corée du Sud en fin octobre dernier, qui avait amené à la trêve commerciale, qui avait initié la trêve commerciale. Elle n'était pas réussie. Là, elle veut vraiment que ça soit abordé. Elle aurait voulu que les États-Unis condamnent l'indépendance, s'opposent à une indépendance forte. Et au moins cette phrase. Oui, alors le problème, c'est que la Chine pourrait tirer parti d'un problème lexical ou d'une bourde ou d'un... Voilà, c'est ça. Un peu ma question. Elle va voler au bon. Ce qui est certain aussi, c'est que pour la Chine, Taïwan est une question centrale, qu'elle considère une question politique intérieure, ligne rouge, et intransigeante là-dessus. Donc en fait, même si les États-Unis parvenaient à prolonger la trêve commerciale qui s'étend normalement jusqu'à novembre de cette année. Même s'ils arrivaient à trouver, à mettre en place une certaine détente sur la coopération technologique. J'en doute, compte tenu aussi du besoin de la volonté d'autosuffisance technologique de la Chine, sans pouvoir en reparler. Même s'il y avait tout ça, même s'il y avait tout ça, la question taïwanaise pourrait tout faire voler en éclats. Parce que pour la Chine, cette question-là est centrale. Voilà. Et c'est aussi beaucoup de questions de symboles, de rhétorique, pas uniquement d'action. Et donc, c'est vraiment une question extrêmement sensible. Et ça nous rappelle aussi que la relation bilatérale, comme la position de la Chine dans la région et au-delà, est pas uniquement fondée et cadrée par des intérêts économiques. Il y a une dimension politique nationale très forte. Et c'est toujours pour ça qu'il faut se rappeler que ça soit le marché européen qui a un levier vis-à-vis de la Chine, etc., même au-delà de la rationalité économique, il y a une logique politique qu'il faut toujours avoir en tête pour analyser la Chine. Demain, ou ces prochains jours, il y a le porte-avions Charles de Gaulle qui devrait arriver tout près du détroit d'Ormuz, initiative de la France, préparée aux côtés notamment la Grande-Bretagne. Ouverture sans condition, sans péage d'Ormuz. Et vraiment en ayant ce dialogue d'exigence à l'égard de l'Iran. Et nous allons prendre une initiative aux Nations Unies, avec quelques autres pays, pour proposer le cadre en ce sens, totalement neutre, pacifique, déconflicté, comme on dit, avec l'Iran.
Et nous proposons une mission ad hoc. On est 50 pays qu'on a réunis avec les Britanniques pour permettre de faire ce travail. Mission neutre, défensive, pacifique, ça ce sont les mots qui n'ont de cesse d'être répétés pour qualifier cette mission qui débuterait dès lors que le détroit d'Ormuz serait ouvert à la circulation. Mais tout de même, le porte-avions s'approche d'une zone stratégique, dangereuse. La semaine dernière, un navire français appartenant au groupe CMA-CGM a été visé par des tirs. Interrogée donc sur cette dangerosité, la ministre des Armées, Catherine Vautrin, s'est voulue rassurante. Bien sûr, il y a une protection de ce porte-avions. Il y a évidemment une bulle autour de lui. Vous avez des frégates, vous avez un bâtiment ravitailleur, vous avez des hélicoptères et vous avez des avions. Et puis, il y a une surveillance du ciel qui peut également être effectuée, notamment par nos rafales de l'armée de l'air et particulièrement ceux qui sont stationnés aux Émirats arabes unis. Le problème, c'est que Téhéran voit d'un très mauvais œil cette initiative, extrait d'un tweet très clair de Kazem Karibabadi, publié dimanche, équivalent notre ministre des Affaires étrangères, pour qui, en venant, la France et le Royaume-Uni ne feraient que compliquer la situation. Je lis juste un extrait. Tout déploiement et tout stationnement de destroyers extra-régionaux autour du détroit d'Ormuz sous prétexte de protection de la navigation ne sont rien d'autre qu'une escalade de la crise. Et sur cette base, il est à souligner que la présence de navires français et britanniques se heurtera à une réponse ferme, immédiate, des forces armées de la République islamique d'Iran. Par conséquent, il leur est fortement recommandé de ne pas compliquer davantage la situation. Des menaces qui inquiètent en tout cas certains de nos téléspectateurs. Non, il ne faut pas intervenir. Où est l'Europe? L'Iran va nous le faire payer, tandis que d'autres approuvent plutôt ce déploiement. Ça ne devient nécessaire pour les gens ici, avec, on sait les prix qui